Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous nous connaissez un petit peu plus maintenant avec Thierry, nous sommes de grands fans de sport et notre sport préféré, c'est le football. Et pour autant, c'est le premier épisode que nous faisons sur ce joli sport. Et que dire sur le football actuellement? Il y a la compétition, une des plus grandes compétitions sportives mondiales qui a lieu tous les 4 ans, la Coupe du Monde. On s'est posé la question avec Thierry, on s'est dit on va peut-être pas vous expliquer en détail comment se déroule la Coupe du Monde, mais vous parler du joli trophée doré de la Coupe du Monde. Mais au fait Thierry, c'est quoi le trophée de la Coupe du Monde? Salut Sylvain, salut tout le monde. Eh oui, le football, ça y est, on en parle. J'ai presque envie de dire, enfin, on s'est retenu. Il a fallu attendre le 154e épisode de notre podcast pour en parler. Et effectivement, donc le trophée de la Coupe du Monde, alors officiellement, ça s'appelle d'ailleurs donc le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. C'est évidemment sans doute la récompense la plus célèbre et la plus précieuse du sport international. Et donc, on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur cette œuvre d'art, de sa fiche technique, à ses histoires les plus folles, et puis évidemment des anecdotes, j'ai envie de dire comme d'habitude. Exactement. Je suis curieux parce que quand tu connais la Ligue des Champions et toutes les compétitions sportives, les coupes sont toujours argentées, on va dire, et c'est la seule, en tout cas que je connaisse, qui est dorée. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de ce trophée actuel? Oui, alors effectivement, c'est la seule qui est dorée, et puis d'ailleurs, elle a une forme aussi particulière, parce que les autres sont effectivement vraiment comme des coupes. Il est de tradition pour les Ligues des Champions, par exemple, que les joueurs, quand ils la gagnent, ils versent du champagne dedans et puissent boire. Là, évidemment, avec la Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. Alors, le trophée actuel, et je reviendrai sur son histoire un peu plus tard, qui est officiellement baptisé le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a été conçu par un artiste italien, Silvio Gazzaniga, on va essayer comme ça, en 1971, et il est produit par la manufacture Bertoni à Milan. Milan, grand club, enfin double grand club de foot d'ailleurs, pour ceux qui connaîtraient pas trop. Donc voilà, une représentation italienne même jusqu'au trophée. Et ça leur permet d'être présents. Et voilà. Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément le foot, l'Italie est quand même une nation qui a 3 Coupes du Monde de mémoire, est un grand pays du football, mais ça fait 3 Coupes du Monde qui ne sont pas qualifiées. Et nous, en tant que Français, ça nous fait bien rire. On chambre toujours un petit peu, effectivement. D'un point de vue, on va dire graphique, morphologie, si je puis dire, donc ça représente en fait 2 silhouettes humaines stylisées qui soutiennent la planète Terre dans un élan de victoire. Et donc, on va pouvoir passer à ces caractéristiques. Mais est-ce que toi, tu avais remarqué d'ailleurs que c'était 2 silhouettes en tant que telles? Alors, je l'avais remarqué, oui, et en plus, je sais plus pourquoi, à un moment, j'avais lu un article qui en parlait. Donc, j'avais fait le rapprochement. D'accord, parce que je dois avouer que moi, j'avais jamais trop fait gaffe à ce truc-là. En même temps, j'ai jamais eu la chance de l'apporter. Donc, voilà. Ouais. Mais ça arrivera vite, Thierry, bientôt. Bon, de toute façon, là, dans un mois, au moment où on enregistre, on y est. Donc, voilà. Donc, allez, blague à part. Donc, au niveau des matériaux, donc la coupe, elle est composée d'or massif de 18 carats, autrement dit 75% d'or pur. Jusque-là, c'est pas la surprise du siècle. Le poids, c'est exactement 6,175 kilos. Ok. Pour 36,8 cm. Donc, évidemment, de haut, bien entendu. Et du coup, au niveau du socle, sa base, elle mesure 13 cm de diamètre et elle est entourée de 2 bandes de malachite, qui est une pierre semi-précieuse, d'un vert profond. Je ne sais pas si tu avais déjà fait attention à cette espèce de bande verte qui est en bas qui entoure, ouais, on la voit bien. Et pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas pour rappeler le Brésil, ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, c'est sous ce socle que sont gravés les noms des pays vainqueurs depuis 1974. Ok, en sachant que la première Coupe du Monde était en 1930. Donc c'est arrivé effectivement, vu que ça a été produit en 1971, la Coupe du Monde d'après c'est 74. Et j'avais cru lire
que le trophée, il y en a qu'un seul original et que le pays qui gagne a une réplique, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, depuis 1974, donc, aucun pays ne peut posséder définitivement le trophée original. La FIFA, elle le garde jalousement dans son musée à Zurich. On y reviendra d'ailleurs. Et donc, l'équipe qui gagne, comme tu dis, elle ne repart qu'avec une réplique exacte, mais qui est en bronze plaqué or. Ok, ça je l'avais lu. Et donc là, pour le coup, je m'interroge parce que 1974, donc c'est l'apparition de ce trophée. On sait que ça commence par la victoire de l'Uruguay en 1930. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, pardon, un autre trophée de 1930 à 1974? Exactement. Il faut savoir qu'en fait, l'histoire de la Coupe du Monde, elle est en réalité divisée par deux objets bien distincts. Le premier, donc c'est ce qu'on appelle le trophée Jules Rimet. Alors Jules Rimet, qui est français, qui était le créateur de la Coupe du Monde. Cocorico. Voilà, hein, on va pas avoir que les Italiens non plus, faut pas déconner. On les embrasse quand même, hein, pour ceux qui nous Oui. écoutent. Mais bon, on est quand même obligé d'être un petit peu chauvin. Tiens, d'ailleurs, si on parlait un petit peu chauvinisme, comme ça, hop, je lance ça comme ça. Le coq français, épisode 144. Allez, c'est pour ça, Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. bravo Thierry. Tu l'avais anticipé ou pas du tout? Pas du tout. Ah bah encore une fois, magnifique. Sinon, je l'aurais dit. Donc, comme on disait, donc c'était le tout premier trophée qui s'appelait initialement Victoire, avant d'être nommé en 1946, donc en hommage à Jules Rimet, qui est à ce moment-là président français de la FIFA et qui, donc, comme je disais, a créé la compétition. D'accord. C'est dessiné par le sculpteur français encore Abel Lafleur. Et ça représentait la déesse ailée de la victoire, qui s'appelle apparemment Nike. Alors, je dois avouer que moi, Oui. dès qu'on touche aux déesses et compagnie, je suis Non, c'est ça. nul en restant poli. Non, c'est Nike et c'est une déesse qui était assez importante dans la mythologie. D'accord. Et donc ça représentait, comme je disais, la déesse ailée de la victoire, portant un calice octogonal. Et c'était également en argent plaqué or sur un socle de lapis lazuli. Je dois avouer que je vois même pas à quoi ça correspond tellement on est dans mon domaine. Et en fait, plus intéressant, si je puis me permettre, c'est que la règle de l'époque, elle stipulait que le premier pays à gagner la compétition 3 fois pouvait conserver le trophée définitivement. Le problème, et tu l'as dit, c'est qu'en 1970, le Brésil remporte sa 3e couronne, en l'occurrence au Mexique, après 1958 et 1962, et du coup, il repart avec la statuette originale chez lui. Ok, donc là, il n'y a plus de statuette, elle est vraiment remise au Brésil, et ils ont dû se dire, il faut qu'on crée un nouveau trophée, et c'est là qu'ils ont fait appel à l'artiste italien. Exactement. Donc, du coup, le Jules Rimet étant définitivement brésilien, la FIFA, elle lance en fait un concours mondial en 1971 pour le remplacer. Il y a eu quand même 53 propositions. Et c'est donc le design de Silvio Gazzaniga, comme on a dit, qui a été choisi. Et il est soulevé pour la première fois par le capitaine de l'Allemagne de l'Ouest, Franz Beckenbauer, en 1974, comme tu l'as dit, à la Coupe du Monde qui a suivi, à la Coupe du Monde qui a suivi la triple victoire du Brésil. Ok. Et pourquoi la règle de propriété, elle a changé? Parce que d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, ils n'ont qu'une relique. Il n'y a pas de notion de 3 ou 4 fois pour pouvoir la conserver. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout bête, hein, c'est qu'après l'attribution définitive donc du Jules Rimet au Brésil, la FIFA, donc on l'a pas précisé, hein, mais la FIFA, donc c'est l'instance mondiale de gestion du football. Donc, elle a pris conscience du risque immense de perdre en fait son œuvre d'art iconique à chaque fois qu'une nation atteignait 3 victoires. Parce qu'évidemment, en 1930, la question se posait plus trop. Oui. Et puis, au fur et à mesure, on a vu que ça s'est cumulé, hein. Il y a d'autres pays qui sont à 3 victoires, en l'occurrence. Et en plus, d'un point de vue symbolique, la fédération, elle a voulu acter que la Coupe du Monde soit un bien universel et éternel qui ne peut pas être privatisé par aucun pays. Donc, du coup, le nouveau règlement, il stipule par conséquent que l'original reste la propriété exclusive de la FIFA et les vainqueurs, comme on l'a dit, donc n'ont le droit de la manipuler que pendant le protocole officiel d'après-match, avant qu'il ne soit immédiatement récupéré, et je reparlerai un petit peu plus tard.
Ok. Et donc, tu parles du protocole de sécurité. En gros, c'est quoi? C'est il la soulève devant le panneau, bravo, et puis t'as un mec qui arrive et qui dit, allez, pop, 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 maintenant, on la remet dans sa boîte et vous la touchez plus. Ouais, bah c'est ça et même pire, c'est-à-dire qu'en fait, compte tenu de sa valeur qui par définition est inestimable, la sécurité autour du trophée actuel de la FIFA, c'est devenu digne d'un chef d'État. Je serais mauvaise langue, je dirais c'est pas comme le Louvre, mais bon, c'était facile, ça allait pour moi. En fait, donc déjà pour commencer, il y a un coffre-fort ultra sécurisé, c'est-à-dire qu'entre deux compétitions, l'original est conservé dans les sous-sols secrets du siège de la FIFA, qui en l'occurrence se retrouve à Zurich, donc en Suisse, et c'est protégé par des systèmes de blindage et de détection de niveau militaire. Donc on n'est pas là pour déconner. Oh ouais, non, ça c'est important, hein, ça c'est clair. Ensuite, le voyage, forcément, parce que ce qui se passe aussi, il faut quand même pas oublier, c'est que donc c'est en Suisse, mais après la Coupe du Monde, c'est un petit peu partout. Là, actuellement, c'est entre États-Unis, Canada, Mexique. Avant ça, du coup, c'était au Qatar. Qatar, merci. J'étais en train de situer, mais je trouvais plus le nom du pays. Avant ça, c'était en Russie, etc., etc. Donc, ça voyage quand même énormément. Et donc, c'est un voyage sous haute escorte. C'est-à-dire que lors des rares sorties publiques, il faut savoir qu'il y a par exemple une tournée mondiale du trophée qui est gérée par Coca-Cola, parce que Coca-Cola, c'est un sponsor. Tiens, sponsor. Oh ben. Allez. Magnifique. Encore un nouvel épisode. Sponsor, épisode 27. Oh, il était tôt celui-là, tiens. Mais ouais. Ah, mais oui, parce que tu te souviens pas pourquoi? Si, il y avait Jeff, le président de la fédération de rugby du Luxembourg. C'était l'épisode qu'il avait proposé. Exactement. Et du coup, écoute, on va le mettre aussi dans les notes de l'épisode. Il n'y a pas de mal à se faire de l'autopub. C'était en l'occurrence l'épisode 20, le rugby au Luxembourg. Ok. Fin de la parenthèse. Donc, le tournée mondial de Coca-Cola. Ok. Voilà. Donc, et en fait, il faut savoir que du coup, donc la coupe, elle voyage à bord d'un avion privé personnalisé, s'il vous plaît. Elle est transportée dans une mallette de sécurité Louis Vuitton, parce que bon, on va pas mettre ça dans un sac Décathlon, hein, faut pas déconner, qui est fabriquée sur mesure et qui est protégée 24 heures sur 24 par une équipe d'agents de sécurité d'élite armés et de forces de police locales. Tu vois quand même le truc. Pour ceux qui aiment pas le foot, je peux entendre qu'ils diraient, vous vous rendez compte quand même de ce qu'on met en place pour un bloc en or, on va dire. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais bon. Disons qu'entre la valeur intrinsèque et la symbolique que représente ce trophée, c'est vrai que la valeur est très très chère. Je peux comprendre les non-footeux. En tout cas, factuellement, c'est comme ça. Et il y a des règles donc de manipulation strictes pour le coup. Absolument. Du coup, il y a juste un groupe très restreint de personnes au monde qui a le droit de toucher le trophée original à main nue. Il y a, sans grande surprise, les chefs d'État, les souverains, et les joueurs ou membres du staff ayant formellement remporté la finale de la Coupe du Monde. Donc ça veut quand même dire que, et c'est vrai que si on y réfléchit sur les images, ça s'est jamais passé, le finaliste qui passe quand même devant, qui la regarde, c'est strictement interdit de la toucher. Toutes les autres personnes, que ce soit les autres officiels, les journalistes, les personnes de la logistique, tout ce que tu veux, ils doivent obligatoirement porter des gants blancs pour éviter de la salir, de l'user ou je ne sais quoi. Donc en plus de la représentation sportive, le fait de la porter donne également un élan monstrueux. Et je t'avouerai, j'étais en train de me poser la question pour la France. Autant 98, je me souviens que c'était Didier Deschamps. J'ai un doute pour 2018, c'était Hugo Lloris, le capitaine? Oui. Un doute. C'était Hugo Lloris. Ouais, c'était Lloris. Donc, ça a été les deux seuls Français, avec tout le staff évidemment, qui ont pu soulever ce trophée. 2006, par exemple, où la France a perdu en finale, ils n'ont pas eu le droit de le toucher et Zidane n'a pas eu le droit de mettre un coup de boule à la Coupe du Monde. On a vu la fameuse image, tu sais, Zidane qui sort expulsé et qui passe devant le trophée. Image malheureusement iconique pour nous. Absolument. Okay, très bien. Écoute, je vois dans le conducteur, Thierry, que c'est la fin de la préparation et de la présentation. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire que le monde nous envie, les anecdotes de Thierry? Non, on va passer aux anecdotes parce que là, en plus, alors autant des fois, c'est des petites anecdotes marrantes, autant sur la Coupe du Monde, il y en a quand même qui, je trouve, sont pas mal. Et c'est pas pour jeter des fleurs sur cet épisode.
est-ce que tu savais que la Coupe du Monde, donc la première relique qui appartient au Brésil, en fait, elle a été volée? Alors, je ne le savais pas. Je vois que c'est en 1983, mon année de naissance. Je tiens à préciser que je n'ai rien à voir dans cette histoire. Voilà. Ce serait moche. Donc effectivement, en 1983, en fait, le trophée Jules Rimet, donc le Brésil avait gagné définitivement, comme on a expliqué un peu plus tôt dans l'épisode, en fait, il est volé au siège de la fédération brésilienne à Rio de Janeiro. Et en fait, les voleurs ont simplement profité du fait que l'arrière du caisson pare-balles était en bois et ils l'ont forcé au pied de biche. C'est quand même moche. On pense à la sécurité qu'il y a à la FIFA. Ouais. Comme quoi on boxe pas dans la même catégorie. En fait, le trophée, il n'a jamais été retrouvé et les historiens pensent qu'il a malheureusement été fondu en lingots d'or et donc ensuite revendu, etc. Ouais, il a dû être. Bon, tu disais de l'argent, truc plaqué or, mais ouais, il a dû être fondu et démantelé ou revendu à un collectionneur, en tout cas. C'est ça. Si par hasard vous voyez une réplique chez vous, posez-vous la question, c'est jamais. Exactement. La deuxième anecdote, je vois le poids du vide. Ça, je ne le savais pas. Donc, en gros, la coupe, elle est pas totalement pleine, c'est ça? L'intérieur? Oui, exactement. Et pour une raison tout à fait logique, c'est contrairement à une idée reçue, donc elle n'est pas totalement pleine. Pour une raison toute bête, c'est que si elle l'était, elle pèserait plus de 70 kilos et du coup serait impossible à soulever à bout de bras, comme on voit tous les vainqueurs de Coupe du Monde qui la prennent et qui la soulèvent et puis qui se la passent. Effectivement, 70 kilos à bout de bras, surtout après un match et toute une compétition, faut être motivé. Ouais, ça fait des blessés. Ok, très bien. Surtout si d'un coup ça tombe sur la tête ou je ne sais quoi, c'est quand même moche. C'est clair. L'anecdote suivante, elle a été intitulée « Caché dans une boîte à chaussures » et c'est une pure réalité. C'est qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, le vice-président italien de la FIFA, Ottorino Barassi, il a secrètement retiré le trophée Jules Rimet d'une banque à Rome, donc il était stocké dans cette banque, et en fait, il l'a retiré, tout simplement pour éviter que les nazis ne s'en emparent, et il l'a caché sous son lit dans une vulgaire boîte à chaussures pendant toute la durée du conflit, en se disant, et à juste titre, que là, personne s'inquiéterait de savoir ce qu'il y a dans une boîte à chaussures. C'est pas bête. L'anecdote suivante, le flair du chien Pickles. Alors ça, je suis curieux que tu nous en dises plus. Et je pense que j'en avais entendu parler, en tout cas quand j'ai lu ça m'a vaguement rappelé quelque chose. Ouais. En 1966, donc juste avant le mondial qui se déroule en l'occurrence en Angleterre, donc le trophée Jules Rimet, c'était toujours le premier, il avait été exposé à Londres et quelqu'un l'a volé. C'est ballot. Donc, sécurité on le devine au top. pas, voilà, définitivement. Bon, on se doute que du coup, pas définitivement, parce que sinon, il n'aurait pas pu être volé définitivement au Brésil. Forcément, l'Angleterre panique. Et une semaine plus tard, il y a un petit chien blanc nommé Pickles qui se promenait avec son maître dans le sud de Londres et il renifle un paquet entouré de vieux journaux sous une haie. Et en fait, c'était la Coupe du Monde. Du coup, Pickles, c'est devenu un héros national et il a reçu des recettes gratuites à vie. C'est quand même fou d'aller jusqu'à voler et s'exposer à des conséquences pénales qui peuvent être un peu fâcheuses pour la laisser derrière dans de vieux journaux sous une haie. Donc bravo Pickles, en tout cas. Croquette à vie, malheureusement Pickles, je m'engage, mais je pense qu'il n'est plus de ce monde. Mais c'est ce que je me suis dit aussi, il y a quand même beaucoup de chance. Il sera resté. Et dernière anecdote, ce que je vois, et ça je me posais la question tout à l'heure parce que tu disais que sur le socle, tu avais le nom des vainqueurs. Mais le socle, on peut pas mettre tous les noms, même si c'est écrit petit. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Donc, en fait, il y a une place limitée sous le socle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le socle du trophée actuel, il est conçu pour accueillir les noms des vainqueurs jusqu'en 2038. Donc, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais en fait, les noms des vainqueurs sont gravés au fur et à mesure, comme d'ailleurs, il me semble. Du pays vainqueur, pas de tous les joueurs, sinon il faudrait... 23 joueurs multipliés par les X équipes, c'est quand même compliqué. C'est ça. Et donc, du coup, ils ont fait des petits calculs par rapport à la taille de gravure, etc. Et donc, ça sera jusqu'en 2038, ce qui est pas si loin. Ça fait accessoirement dans 12 ans. Et après cette édition, la FIFA devra soit modifier le socle, soit commander un tout nouveau trophée. Moi, je te propose, Sylvain, que on en fasse un épisode dédié au moment où ce sera annoncé. Je pense qu'il faudra pas attendre 2038. À mon avis, d'ici 4-5 ans,
ce sera sous contrôle et ça serait quand même super marrant de dire, hey, souvenez-vous de l'épisode, je l'ai plus sous les yeux, mais j'ai dit 100, je me souviens plus, 154. Donc on sera à l'épisode 2672 si mes calculs sont justes. C'est ça. Ça fait beaucoup de semaines, mais quand même. Ouais, mais ça se peut, on aura doublé, triplé par semaine, on ne sait pas. C'est sûr, c'est possible. Mais donc effectivement, quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde sera amenée à changer, à évoluer. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donnera à ce moment-là. Et en tout cas, on se souviendra dans tous les cas de notre épisode. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors moi, je parlais de 2038. Viens, on fait un épisode à ce moment-là. Mais avec plaisir, Thierry, on sera encore là et on pourra vous expliquer un peu plus la suite de ce joli épisode que tu nous as préparé. Si je ne m'abuse, c'est la dernière anecdote, Thierry. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer après le générique aux infos complémentaires? Eh ben non, c'est parti. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci Thierry pour cette super présentation. J'ai beaucoup aimé l'angle que l'on a pris par rapport à la Coupe du Monde. On a essayé de varier un petit peu pour vous faire vivre cette compétition. Et on vous reparlera peut-être encore d'un univers de foot d'ici peu de temps. Restez à l'écoute. En tout cas, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Thierry, je te laisse proposer la suite et présenter la suite de nos réseaux. Oh, et c'est encore utile. Je suis sûr que tous nos auditeurs savent par cœur, mais des fois, on a aussi des nouveaux auditeurs. C'est vrai. Donc, si vous nous rejoignez ou si par hasard vous ne nous avez jamais écouté jusque-là, on ne sait jamais. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisque vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous, bonne Coupe du Monde et à plus dans le bus. À bientôt, salut!